Donc maintenant, John Gillespie va nous présenter les recommandations américaines, NCCN et ASCO. Okay. So, thank you for inviting me. Je vous remercie de votre invitation. On m'a demandé de prendre en compte, en fait, les recommandations US de ASCO, deux sociétés professionnelles et le NCCN pour la gestion des toxicités hématologiques. Je vais commencer avec l'approche des cellules rouges. Donc, les recommandations ASCO sont traditionnellement assez lentes et assez conservatrices et pas très utiles. Et voici donc une version plus récente de ces recommandations ASCO-ISA, et il recommande que les patients soient bien sélectionnés, où l'idée c'est la palliatif. Ça, c'est une exigence de l'administration pour que les patients qui ont un cancer qui peut être guéri, qu'ils ne soient pas mis sous ce traitement. Donc, il n'y a pas suffisamment dans la littérature là-dessus, mais bon. Ils veulent... Et ils ont pris en compte tous les équivalents de ESA. Ils ne parlent pas il n'y a pas de différenciation. Et pour commencer, il faut que l'hémoglobine soit moins de 10, avec 10 ou 12 points d'initiation qui soient acceptables par ces recommandations, selon un jugement clinique. La cible, en fait, de l'hémoglobine serait la plus basse pour passer en dessous du seuil des transfusions. Mais ce n'est pas chez qui on ne s'attend pas à une amélioration de qualité de vie. Et vous allez voir avec la nouvelle approche quelle est notre approche également vis-à-vis de la qualité de vie. Il faut également voir si le taux de réponse est plus grand au bout de 2 semaines. Il faut réduire la dose, il faut arrêter s'ils ne répondent pas, ne réagissent pas, et il faut contrôler le fer, mais il pense qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour recommander d'autres actions. Donc, comme je vous ai dit, extrêmement conservateur. Voici les dosages qui sont disponibles, nous recommandés, et des options en ce qui concerne la fréquence, quelles sont les doses qui sont finalement utilisées, mais vous les connaissez. Alors, pour passer chez le NCCN, ils sont beaucoup plus utiles du point de vue clinique. Et en les mettant par écrit, ils essayent aussi près que possible des situations réelles sans pour autant rentrer dans des arguments politiques. Alors, ils disent également que c'est pour l'idée de l'intention palliative. Ceux qui ne peuvent pas être traités sont pour l'anémie nutritionnelle, pas pour l'anémie nutritionnelle et l'hémolyse. Et ils pensent que tous les agents sont pareils ou équivalents. Mais si vous lisez que le détail, ils ne savent pas, en fait, à quel moment il faut commencer le traitement, à quel niveau de hémoglobine. Nous ne savons pas quel doit être le taux. Nous pensons que cela doit être individualisé selon chaque patient. Donc, soit commencer lorsque les symptômes commencent ou lorsqu'on trouve que l'hémoglobine baisse très rapidement. Alors, ils nous font comprendre que l'indication pour initier cette médication seront égales lorsqu'on commence les transfusions des globules rouges. Donc, ce serait au moment où il faudrait la transfusion.
Donc, le seuil pour, pour les transfusions, ils veulent que ce soit baissé. Et il faut baisser s'il y a une réponse rapide et arrêter s'il n'y a pas de réponse. Et pour le faire, ils sont beaucoup plus pour par rapport à H. Ici, vous avez une liste de risques et des avantages de l'utilisation de ESA. Il y a toujours un risque de survie. Mais ça, c'est dédramatisé pour les patients de cancer. Il parle également de risques des transfusions des globules rouges également. Et il est très évident que le rapport risque-bénéfice ne prend pas en compte qualité de vie ni la fatigue, mais c'est plutôt le risque de transfusion par rapport au risque d'administrer des ESA. Donc, deux choses négatives qui sont comparées. Et il parle également des catégories spéciales des patients. Aux États-Unis, il est beaucoup plus facile de recevoir des ESA pour ceux qui ont en fait une insuffisance rénale. Donc, les oncologues qui veulent traiter des patients, très souvent, ils regardent leur fonction rénale et si il faut une thérapie ESA indépendamment du cancer, ils poursuivent cette option. Et ça reste en fait une façon traditionnelle de traiter les malades. Et si ils ont d'autres traitements palliatifs, ils pensent également aux ESA, son dosage, et ils proposent de suivre le package insert. Donc, ils travaillent pour moi très bien dans la version de 2014 pour introduire le fer maintenant. Et ils parlent de prendre en compte le rajout de fer dans toute préparation de ESA. Et si la saturation est à 50% ou moins. Voici donc le programme, les dosages. Bon, je passe. Je voulais juste vous montrer un aperçu de ce programme. Aux États-Unis, les oncologues veulent avoir le droit de prescrire des ESO. Et si c'est le cas, il faut aller en ligne sur Internet et puis suivre un cours où on parle des impacts négatifs de tous ces ESA. Et il faudra, après, qu'il renouvelle ce cours pour qu'il soit toujours au courant. Et lorsqu'il traite un patient, le patient doit remplir en fait un formulaire de consentement où il dit que je comprends qu'il est possible que cela peut impacter ma chance de survie et également augmenter la taille du cancer. Et donc, on ne peut pas recevoir d'ESA sans signer ce formulaire. Ensuite, c'est le médecin qui contresigne et il dit « Oui, je lui ai dit que la survie peut baisser, voici mon numéro » et je lui ai donné tout ce qu'il fallait. Alors, si vous cherchez pourquoi on n'utilise plus le ESA, ce n'est pas à cause des recommandations. En partie, c'est le remboursement par le Medicare. Si vous avez de l'angine et vous êtes à 10,5 d'hémoglobine, c'est un bon moment pour commencer le ESA. Mais si vous faites ceci, vous n'aurez pas de remboursement. Il faudra que l'hémoglobine soit en dessous de 10 ou à moins qu'il ait vraiment une défaillance rénale. Ça, c'est la chose, l'obstruction la plus grande. Et donc, il y a ce programme qui s'appelle la prise pour la mitigation des risques. Cela fait partie de ce programme. Il y a une autre toxicité qui est moins dangereuse, je dirais, c'est la myélotoxicité. Il y a évidemment des recommandations. Ce sont celles de H et d'ASCO qui sont vieilles maintenant, datent de 2000.
Ils ont pensé qu'il fallait utiliser les facteurs de croissance lorsqu'il y a un risque de 40% de neutropénie fébrile. Et ce n'était pas justifié de traiter la neutropénie fébrile. Et si son compte neutro est à 200, et le médecin qui veut administrer des facteurs de croissance n'est pas justifié. Ils ont déjà fait des essais randomisés et ils ont trouvé qu'il n'y a pas d'avantage. Alors, le prophylaxie secondaire, ça c'est pour ceux qui ont eu en fait une réduction de dose, mais qui n'est pas justifiée médicalement. Alors, s'il vient avec une neutropénie afébrile, il ne peut pas également avoir l'ISO. Ça, c'est selon un essai randomisé en Australie. À l'époque, on disait que ces traitements étaient sécurisés. Il y avait l'induction en fait d'AML et personne ne faisait la différence entre le CSF, le GM-CSF, etc. Ce n'est pas très utile et c'est très vieux. Et les recommandations de NCCN sont extrêmement à jour. Ça date de 2014. Donc, pour la prophylaxie primaire, c'est 20% de risque au plus. Et cela peut venir des risques du régime même ou le risque chez le patient. Alors, le même régime de chimiothérapie pour quelqu'un de 20 ans aurait moins de risque pour un régime de chimiothérapie pour quelqu'un qui a 55 ou quelqu'un qui a en fait le VIH. Alors, ils prennent en compte que ce risque ne vient pas nécessairement du régime pharmaceutique. Thérapie. La prophylaxie secondaire n'est utilisée que lorsqu'il y a une réduction de dose qui n'est pas médicalement justifiée. Alors, pour la neutropénie afébrile, ce n'est toujours pas un test de routine, uniquement pour la neutropénie fébrile lorsqu'il y a des facteurs de risque extrêmement aigus. Alors, si vous attendez que le patient soit très malade et avoir la neutropénie dans l'hôpital, vous commencez les facteurs de croissance. Et dans ce cas-là, vous baissez en fait la neutropénie par 1 jour ou 2. Pour la plupart du temps, cela ne change pas la longueur de l'hospitalisation ni l'antibiothérapie. Mais pour ceux qui vont peut-être partir en soins intensifs, ça change beaucoup de choses. Alors, ceux qui sont extrêmement malades et qui ont la neutropénie fébrile, qu'ils aient déjà du GCSF. Et il parle également de cette harvesting de PBPC. Voici donc leurs recommandations qu'ils ont résumées. Si c'est plus de 20%, il faut traiter. Et si c'est 10 à 20%, il faut le considérer, regarder les facteurs chez le malade. Et si c'est en dessous, il n'y a pas de prophylaxie primaire. Alors, pour prophylaxie secondaire, ils vont baisser la dose de chimio ou bien administrer des facteurs de croissance. Alors, si le patient développe la neutropénie fébrile avec les CSF, ils vont continuer avec les CSF. On va juste baisser la dose de chimiothérapie. S'ils n'ont pas reçu les CSF, ils vont le recevoir par des cycles plus tard. Voici ceux qui ont la neutropénie fébrile. Ce sont les données qui sont disponibles maintenant en ligne, très utiles pour résumer les données disponibles. Vous avez également une liste ici de régimes de chimiothérapie. Ce sont des risques assez élevés. C'est toujours au-dessus de 20%. Et ici, vous avez les intermédiaires où le taux est typiquement entre 10 et 20% de neutropénie fébrile. Alors, le GCSF est mieux compris et le ESA aux États-Unis, c'est une question de réglementation finalement et sous-utilisation. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? D'abord pour l'érythropoïétine, l'anémie. Il me semblait à partir des baromètres qu'à peu près 40% des patients
étaient sur ISA. On les administrait l'ISA. Donc en France, je comprends que l'enthousiasme est assez élevé pour l'ISA. Est-ce que vous avez des chiffres pour l'utilisation de ces produits similaires à EPO en Europe, en Italie, en Allemagne, par rapport à la France? Je n'en sais rien. Florent. L'utilisation des érythropoïétines dans les différents pays d'Europe. Il te posait la question si on avait fait des comparaisons sur l'utilisation de l'érythropoïétine dans les différents pays d'Europe. Il y a une publication de Ludwig sur les pays d'Europe de l'Ouest, sur 7 pays d'Europe de l'Ouest, et Mattia Pro a publié une étude également sur 9 pays d'Europe de l'Est. Il est là ou pas? Oui, mais Mattia Pro, c'était sur l'utilisation, sur le diagnostic de l'anémie et le diagnostic de la carence martiale. Oui, sur le traitement, sur la prise en charge du traitement. La prise en charge du traitement, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il est là, Mathieu. Il y a effectivement des données d'utilisation qui sont présentées dans certaines réunions. Il y a eu une diminution d'utilisation d'érythropoïétine, mais pas du tout au niveau des États-Unis, pour 2 raisons. Première, aux États-Unis, il y avait un suremploi qui était indubitable. Et d'autre part, comme l'a bien montré John Glaspe, actuellement, l'utilisation de l'érythropoïétine est devenue d'une complexité telle que beaucoup de personnes y renoncent carrément, même si elles pensent que ce serait utilisable. En France, il y a quelques années une passion pour l'érythropoïétine, il y a une quinzaine d'années, et beaucoup de femmes qui avaient des traitements adjuvants pour cancer du sein recevaient de l'érythropoïétine. Maintenant, c'est fini. Oui, voilà. Il y a des données de vente des firmes qui sont de l'ordre de 35 à 40% de diminution au cours des 10 dernières années. Une petite question. Vu les effets secondaires thromboemboliques des EPO, doit-on laisser le traitement par EPO juste pour les anémies dans le cadre des cancers métastatiques seulement et ne pas les utiliser dans les autres cancers qui ne sont pas métastatiques? Merci. En Espagne, où il y avait beaucoup d'utilisation de ces EPO, lorsque nous avons eu la documentation de Henke, il y avait des cliniciens qui étaient les premiers utilisateurs. En fait, ça s'est passé dans mon hôpital. Ils ont arrêté complètement du jour au lendemain. C'était fini. Et puis, tous mes collègues avec le cancer du sein ne l'admettent pas du tout, à moins que l'hémoglobine soit en dessous de 9. En fait, il y a une baisse de 35% dans l'utilisation des ESA. Depuis 2 ans au moins, il y a une petite augmentation de nouveau. Il y a une augmentation de moins de 10% de l'utilisation par rapport à cette baisse énorme d'il y a 4-5 ans. Et il y a un autre point auquel je n'ai pas pensé. C'était les génériques, les biosimilaires. Avant, c'était un nuage, un cloud, et maintenant, il y a 2 clouds, mais qui ne sont pas aussi bien acceptés. Et dans certains centres, il y a plutôt un problème d'argent que des problèmes théoriques pour l'utilisation de l'érythropoïétine. Voilà. Mais il y a quand même une baisse de 35% par rapport à il y a 4-5 ans. That's an excellent question. Alors c'est une excellente question. Et exactement, vous avez mis le doigt sur la toxicité justement correcte. Je crois que il y a quelque chose d'assez ténu finalement et qui diminue le temps passant. Mais
on sait que l'ESA augmente le risque de thromboembolie et donc 1,5, donc ce qui veut dire que le risque de référence chez un patient est de 7% et monte à 10%. Ça, une augmentation de 1,5%. Donc le rapport risque-bénéfice, si vous voulez, il faut le considérer à la lumière de ça. Mais pour l'atomoxifine, on n'a pas des réunions où on se ronge les ongles et on se dit oh là là, c'est horrible d'avoir donné ce médicament à la population. Mais la question demeure, est-ce que les risques étaient justifiés par les bénéfices? Et je crois que dans certains cas, c'est le cas. Ça peut être le cas. Avec ce mouvement de pendule, si vous voulez, on a perdu une génération de médecins. Les observations ont été faites dans les années 80, dans les années 90, et les patients sous dialyse, si vous voulez, on a essayé d'optimiser un peu les choses. Et puis pour les patients donc atteints de cancer, eh bien, on leur a dit désolé, mais on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Et le gouvernement américain ne l'admettra pas. Et je crois que c'est assez clair que les patients atteints de cancer sont des êtres humains et sentent tout ce qu'un être humain sent. Et parfois, ils le sentent quand ils sont anémiques. Et selon ce qu'ils ressentent et selon le risque de transfusion, cela peut être très thrombogénique. Donc, vous essayez en fait de mesurer ces risques et il n'y aurait jamais dû y avoir cette espèce de consommation excessive aux États-Unis. Parce que avec des gens qui étaient sous chimiothérapie et avaient une hémoglobine de moins de 12 étaient traités parce que il y avait des gens qui avaient intérêt à cela, même si ils se portaient bien, ils avaient une activité physique et ils en étaient à leur dernier cycle de chimiothérapie. Ils n'auraient jamais dû être traités, ce type de patients. Et maintenant, aux États-Unis, nous avons des patients qui devraient être traités et qui ne le sont pas. Et ça, c'est vraiment dommage, même si nous avons toute une génération de médecins qui pensent que c'est un fait établi que l'ESA permet de guérir des patients atteints du cancer. Et il y a des médicaments moins chers qui vont sans doute arriver. C'est comme ça que ça se passe généralement. Et donc, mais ce qui est le plus important, c'est de faire ce qui est le mieux pour les patients. Et il y a des médecins qui n'exploreront pas ces possibilités parce qu'il n'y a pas d'incitation à le faire, parce que les étudiants en médecine n'y croient plus. Alors, vous vouliez parler? Vous vouliez dire quelque chose? J'allais poser une question sur l'effet thrombogénique des transfusions. Mais vous avez mentionné quelque chose d'intéressant également, qui était et vous avez parlé du fait que, on a, comme qui dirait, perdu une génération de docteurs qui n'y croient pas. Et en dépit de tous les articles qui sont parus, en dépit de toute cette littérature, mais Mattia Pro a un article sur un signal non négatif. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non. On a 3 thérapies adjuvantes pour le cancer du sein et le signal non négatif est pareil, et le même pour ces 3 thérapies. Et en intention de traiter, alors ce n'est pas
Donc il y en a un qui est négatif, mais il y a l'autre qui a un effet positif, qui permet d'accroître le taux de survie. Et même si vous en parlez et en reparlez, eh bien les gens ne s'y intéresseront pas. Ils continueront leur spécialisation primaire dans une tumeur, à l'exception des autres. Si on fait du cancer du poumon, on fait que du cancer du poumon. Si on fait que du cancer du sein, on ne fait que le cancer du sein. Et ça, c'est vraiment dommageable parce que, on pourrait briser ces silos et bénéficier de l'expertise des autres domaines. J'ai une question pour vous deux. Dans votre pratique, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous utilisez l'EPO, l'érythropoïétine, et quand 11 grammes, 11,9, vous arrêtez à 12? C'est très difficile d'initier l'EPO. Et c'est aussi difficile de stopper, parce que le délai est très court. Eh bien, dans ma pratique, j'utilise moins que je n'utiliserais si j'étais librement d'utiliser tout ce que je pense être nécessaire pour le patient. J'utilise toujours moins que beaucoup d'autres gens aux États-Unis l'ont fait quand c'était vraiment une mode. Le problème de fond aux États-Unis, c'est le programme de prix et forcer les patients à signer un papier qui dit « cela diminuera ma chance de survie ». Devoir s'asseoir avec la personne et lui expliquer voilà quelles sont les données, voilà ce qui peut vous permettre de prendre une décision, c'est trop compliqué. Et en plus, ce serait une forme d'insulte au gouvernement qui est le financeur. Vous savez, on dit que souvent qu'il n'y a pas vraiment une frontière entre les hommes bons et les hommes mauvais. Cette frontière, en fait, passe au milieu du cœur de chaque homme. Et les autorités régulatrices, ont sans doute des conflits en leur sein. Et parfois, ils utilisent le mauvais côté de leur cœur. Un patient, l'autre jour, qui avait un cancer ovarien de stade 3, et donc elle n'est qu'aux 2/3 de ses cycles de chimio. Elle ne peut pas être traitée parce que l'intention, c'est de la guérir. Et donc, si elle était à un stade plus terminal, elle pourrait être traitée. C'est absurde. Parce que le lymphome, alors, ne peut pas être traité. Plusieurs agents qu'on pourrait utiliser en adjuvant, en première intention, ne peuvent pas être utilisés. Ça doit être extrêmement frustrant pour vous. De mon côté, j'ai souvent parlé d'intervention précoce. Je me rappelle, il y a 6 ou 7 ans, j'avais de très belles diapos avec des beaux schémas. Et je pourrais vous les montrer. Et il est prouvé, sans l'ombre d'un doute, que la réponse, les patients qui répondent au traitement, connaissent une amélioration énorme et cela prend beaucoup plus de temps d'atteindre 12. Il y a beaucoup d'argent qui est investi. Et ça nous permet d'avoir une réponse beaucoup plus rapide. Donc, on peut arriver à 12 beaucoup plus rapidement. Et donc, on réduit les coûts parce qu'on arrive à 12 beaucoup plus rapidement. Alors ça, c'était un aspect des choses. Alors, on essaie d'être rigoureux, d'agir en scientifique. À 10,5, moi, je ne veux pas mettre quelqu'un à moins de 10, la placer
faire peser un risque de transfusion sur cette personne qui est à moins de 10. Et Medicare aux États-Unis ne paye, en fait, le cancer, ça ne concerne en théorie que les personnes âgées. Donc le gouvernement ne paye qu'à partir de 65 ans. Donc, si je mets quelqu'un qui est à 10 ou à 10,5, eh bien, en prenant la bonne décision, je peux permettre au gouvernement d'économiser énormément d'argent. Alors, c'est un petit peu compliqué par les données en termes d'innocuité. Alors, plusieurs d'entre nous dans cet auditorium ont montré un papier en 2009 qui dit que si vous craignez vraiment une thromboembolie, si on transfuse les patients et si vous craignez qu'il va y avoir une augmentation de ce risque de thromboembolie aussi si vous leur donnez de l'ESA, et qu'il y aura vraiment un risque absolument énorme de thromboembolie si vous lui donnez une combinaison des deux. Et le pire, c'était les patients qui étaient à la fois transfusés et sous ESA. Et si, eh bien, on diminue, on baisse le point d'initiation du traitement, même à 10, eh bien, on commence à voir une augmentation. Il y a eu 3 papiers en ce sens, 10 contre 11 comme point d'initiation du traitement. Plus de personnes avaient besoin de transfusion avant que le SA puisse commencer à fonctionner dans le groupe à 10. Et maintenant, on commence à moins de 10 aux États-Unis. Et j'espère autour de 9 maintenant. Et beaucoup de gens eh bien, vont avoir transfusion et ESC. Et alors, d'une perspective publique, eh bien, on avait une situation difficile qui est maintenant encore pire. Parce qu'on a beaucoup de ces patients qui ont un problème de style de vie, de comportement, eh bien, qui ont ESA et transfusion. Alors qu'on pourrait avoir initié le traitement suffisamment tôt pour ne pas avoir besoin de les transfuser. Alors, si le patient est symptomatique, tous les critères cliniques à moins de 12, eh bien, si il est symptomatique, s'il est à 11,9 et qu'il est vraiment symptomatique, donc s'il est vraiment symptomatique anémique, donc je dis que je n'aime pas traiter un patient à moins de 10 parce que je fais peser un risque sur ce patient. Alors, vous avez fait allusion au problème de patients qui ont transfusion et EPO. Je crois que c'est un problème énorme. Mais il y a tout un spectre de patients. Si on voit certaines études où on peut avoir les détails, comme sur les lymphomes, eh bien vous verrez que l'économie de la transfusion entre les patients sous EPO et les patients avec EPO, eh bien, est assez assez peu nombreux. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont transfusés ont aussi l'EPO. Et il y en a qui ont plus de 2 transfusions et qui ne sont pas en bon état pour autant. Et il y en a qui ont certainement pas besoin de l'EPO. Donc, c'est difficile de déterminer le risque relatif. Quand vous dites que le risque de thromboembolie est de 1,5, c'est correct, mais c'est sur la totalité des patients. Donc, oublions les histoires personnelles. Mais alors, il faut essayer de déterminer les sous-groupes de patients et c'est très difficile. Mais moi, je me préoccupe de l'impact en termes de santé publique. Parce qu'aux États-Unis, donc, le fait, on n'a peut-être pas eh bien, éloigné l'ESA de la plupart des patients, mais on a peut-être fait en sorte que des patients qui étaient déjà lourdement transfusés aient l'ESA en plus.
Et il se peut que les deux ensemble soient encore plus graves, encore plus lourds de risques que l'ESA seul. Il nous reste 2 minutes pour parler des blancs. Donc, est-ce que quelqu'un a une question à poser sur les facteurs de croissance des granuleux? I have a question. Oui, j'ai une question. Les facteurs de croissance quotidiens. On a utilisé les facteurs de croissance quotidiens depuis une vingtaine d'années et en fait, on ne sait pas s'il faut faire 8 jours, 7 jours, 10 jours, 14 jours, en fonction des protocoles de chimiothérapie et des patients. Donc il y a toujours une certaine discussion qui reste sur le nombre de jours administrés. Et puis il semblerait, d'après ce que vous avez présenté tout à l'heure et ce qu'a dit Mathias Prou hier, qu'on semblerait maintenant plus en faveur des facteurs de croissance pégylés, parce que c'est qu'une seule injection et c'est beaucoup plus facile chez des patients qui sont déjà pluripiqués. Le problème avec les pégylés, c'est souvent les douleurs osseuses et la dose de 6 mg. Il y a eu très peu de papiers dans la littérature sur des doses plus faibles, de l'ordre de 4 mg, c'est toujours de petites séries. Je voudrais savoir quelle est votre opinion sur l'utilisation de doses de pegfilgrastim plus faibles. Alors, le choix de dose pour les facteurs de croissance pégylés, c'était vraiment un casse-tête parce que avec la précédente version de GCSF, une fois qu'on fixe un prix et qu'on met le produit sur le marché, eh bien, on se rend compte que, en fait, le prix ne convenait plus. La dose de 6 mg était la plus basse à laquelle où on avait une bonne suppression de neutropénie fébrile. Pour le Japon, le Japon, la semaine dernière, a lancé les facteurs de croissance pégylés, alors que nous, on l'a depuis 14 ans. Ils l'ont lancé et à 3,6 mg. Donc le monde entier ne s'est pas mis d'accord sur cette question. Quand on traite un patient et qu'ils ont des douleurs osseuses très fortes, est-ce qu'il faudrait réduire la dose ? Et alors généralement, on procède à cette réduction de dose et les données, eh bien, les données montrent que cela ne semble pas diminuer la douleur. Alors ça, c'est sans doute un problème de toxicité et non pas de thérapie. Mais en fait, il y a des bénéfices même à une dose plus basse. À 6, il ne semble pas qu'on ait quelques bénéfices additionnels que ce soit. Donc, ce problème de douleur osseuse dans un cycle précédent n'est pas suffisamment pris en compte. Et vous voyez qu'il y a des pays qui ont mis beaucoup plus de temps à parvenir à une dose complètement différente. La session est passée à la session suivante. Merci. Merci.